Donc, je vais commencer. Donc, bonjour à tous. Je me suis déjà présentée, mais je vais me représenter. Émy Sarrazin, je suis étudiante à la maîtrise en sciences animales à l'Université Laval. Je suis sous la direction d'Isabelle Gilbert et la co-direction de Géraldine Delbès. Puis, en fond, je suis choyée aujourd'hui de pouvoir vous présenter mon projet de recherche qui porte sur la vulnérabilité du génome spermatique chez le Vera. Parfait. Est-ce que ça fonctionne? Bon, parfait. Donc, premièrement, les rôles du spermatozoïde, il y en a deux principales, c'est de féconder l'ovule et donc d'engendrer une descendance, puis c'est de transmettre la moitié de son bagage génétique. Pour ce faire, il se doit d'être léger, rapide et capacité, puis d'avoir une ADN qui est condensée et organisée, avec un acrosome et une membrane qui est intacte. Donc, en tant que tel, ça nous prend des spermatozoïdes de qualité. Donc, au niveau des paramètres de qualité de la semence, qu'est-ce qui est présentement vérifié? On a le volume d'éjaculat, on a la concentration en spermatozoïdes, la motilité, la morphologie des spermatozoïdes, ainsi que la présence de gouttelettes cytoplasmiques. Donc, je vais vous donner un exemple. Ici, sous la tête, nous avons une goutte ici qui donne un indice sur l'immaturité du spermatozoïde par une rétention de cytoplasme pendant le processus de maturation. Ou on a aussi, oups, juste ici, on a une anomalie morphologique. Donc, on a un flagelle qui est complètement recourbé sur lui-même. Donc, ça l'empêche d'avoir une motilité qui est normale. Donc, ce spermatozoïde-là ne pourra jamais féconder un ovule. Donc, bien que ces paramètres-là donnent un indice sur la qualité globale de la semence, ils montrent une corrélation assez limitée avec la fertilité réelle de l'animal. Puis pourquoi? C'est parce qu'il y a des anomalies au niveau de la structure de la chromatine qui peuvent passer inaperçues, ce qui affecte directement la fertilité de l'animal. Donc, en quoi un spermatozoïde est différent d'une cellule somatique sur la compaction de l'ADN? Donc, je vais vous présenter ici, lors de la maturation du spermatozoïde dans l'épididyme du mâle, les histones, qui sont les protéines qu'on retrouve ici qui permettent l'enroulement de l'ADN, vont être remplacées par des protamines. Les protamines, c'est des petites protéines qui permettent d'avoir un enroulement beaucoup plus compacté au niveau du noyau. Puis ça, c'est fait grâce aux enzymes appelées topoisomérases. Puis elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles viennent briser l'ADN pour permettre ce remodelage-là et enfin avoir une compaction super extrême au niveau du génome. Donc, cette étape-là, elle est obligatoire afin d'atteindre la maturité du spermatozoïde, mais elle crée des cassures au niveau de l'ADN. Donc, les jeunes Vera, disant de 7 à 10 mois, sont connus pour avoir des problèmes de fertilité. Donc, il a été prouvé qu'ils ont beaucoup plus d'instabilité au niveau de leur chromatine et ils ont des taux de fécondation beaucoup plus bas que les Vera plus matures. Il y a également 0,91 à 1,64 des porcs qui ont des anomalies chromosomiques détectables, donc qu'on appelle macroanomalies. Les micro-anomalies sont beaucoup plus difficilement détectables, mais elles ont un impact direct sur la descendance. C'est ce qui nous amène au sujet de mon projet de recherche qui porte sur les impacts de l'âge sur le génome spermatique. Donc, au niveau de la méthodologie de travail, je vais avoir deux phases distinctes afin d'évaluer l'intégrité de l'ADN. Donc, premièrement, je vais avoir l'étude des cassures de double brin. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est une extraction d'ADN faite à partir de spermatozoïdes. Ensuite, on vient marquer et capturer les cassures causées par notre enzyme topoisomérase. Puis, on va envoyer tout ça séquencé afin de faire une analyse bioinformatique et obtenir une cartographie des cassures double brin chez l'espèce porcine. Donc, comme j'ai mentionné, j'ai commencé ma maîtrise au mois de mai dernier, puis j'ai dû optimiser les protocoles d'extraction d'ADN à cette espèce parce qu'elle ne répondait pas aux protocoles déjà établis chez les autres espèces. Donc, pour le moment, cette étape-là est faite. Puis, dans les prochaines semaines, je vais pouvoir poursuivre avec le reste de la méthodologie de travail. Puis, la deuxième phase du projet, c'est plus au niveau microscopie.
Donc, je vais venir évaluer non seulement l'intégrité de l'ADN, mais j'ai également un test qui va permettre d'évaluer la viabilité des spermatozoïdes. Puis, c'est le premier que je vais vous présenter. Donc, juste ici, on a 4 images qui, dans le fond, c'est le test avec 4 marqueurs différents. Le premier spermatozoïde qu'on voit ici en haut à gauche, il y a une tête bleue avec une pièce intermédiaire qui est rouge. Donc, lui est dit comme étant viable. Puis, toutes les autres images qu'on voit ici autour présentent une certaine anomalie qui affecte la viabilité du spermatozoïde, soit par des mitochondries non actives, qu'on peut voir par le vert ici de la pièce intermédiaire, par un noyau rouge, donc on va avoir la membrane cytoplasmique qui est atteinte, ou on peut voir également l'acrosome qui va être coloré ici en vert, puis ça indique que l'acrosome est non fonctionnel. Le prochain test en microscopie que j'ai fait et que je vais poursuivre, c'est l'acridine orange. Donc, l'acridine orange, c'est un test qui permet de venir dire si on a de l'ADN dénaturé. L'ADN dénaturé, en gros, c'est de l'ADN qui est simple brin plutôt qu'être double brin. Donc, nos têtes, ici, qu'on peut voir en vert, présentent une ADN qui est normale. Puis, l'acridine orange va se venir colorer rouge lorsqu'elle se colle à une ADN qui est simple brin. Donc, plus qu'on a de tête qui est orangée, ça indique qu'on a plus d'ADN dénaturé à l'intérieur de celle-ci. Donc, l'idée, ça va être de venir faire des ratios de coloration pour voir si, au niveau de nos âges, on a des verras avec plus de têtes plus orangées au lieu d'être vertes. Ensuite, les 2 prochains marqueurs que je vais utiliser, on a l'anilin blue. Donc, l'anilin blue, c'est un colorant qui vient indiquer si on a une rétention en histone au niveau de notre ADN. Puis comment qu'elle fonctionne, c'est que lorsqu'on a plus d'histone, notre ADN elle est moins condensée, donc le colorant rentre à l'intérieur de la tête et a plus de place. Donc, le bleu est beaucoup plus intense que lorsqu'on a une maturation optimale et qu'on a vraiment les protamines comme que c'est supposé avoir. Donc, ça va être de faire des ratios au niveau des intensités de bleu qu'on va retrouver. Puis ensuite, on a la chromomycine A3 qu'on peut voir ici à droite. Puis celle-là, en gros, elle fonctionne de la même façon, sauf que c'est par fluorescence. Donc, on a la tête A du spermatozoïde ici qui présente une fluorescence normale. Donc, on n'a pas de déficit en protamine. Puis, on a la tête B qui présente une fluorescence beaucoup plus intense, puis elle démontre qu'on a vraiment une rétention d'histone. Donc, ces 2 tests-là peuvent se ressembler, puis ce que ça permet de faire, c'est de venir évaluer si les 2 fonctionnent, puis je peux dire d'une façon où ils se complètent. Donc, les impacts de mon projet pour la filière. Donc, les verras sous-fertiles qui sont non détectés en centre d'insémination peuvent entraîner des pertes économiques assez considérables, sachant qu'un seul verra va inséminer des centaines, voire des milliers de truies au courant de son service. Puis également, comme j'optimise beaucoup de protocoles en biologie moléculaire à l'espèce porcine, ça peut venir ouvrir des portes à envisager différents projets de recherche sur le verra avec des paramètres différents que l'âge, par exemple. Aussi, l'intégrité de l'ADN apparaît comme un biomarqueur de prédiction de la fertilité assez prometteur. Puis, ça serait avantageux pour la filière de venir faire de la sélection génétique sur des verras jeunes qui ont des taux de fécondation qui sont semblables aux plus vieux afin d'avoir un gain génétique qui est beaucoup plus rapide. Donc, pour conclure, pour ce qui est de la suite du projet, donc, comme je l'ai mentionné, je suis beaucoup à la phase d'optimiser les protocoles à l'espèce porcine afin de pouvoir ensuite les appliquer sur des verras d'âge variés et de venir conclure si justement l'âge a un effet sur la stabilité du génome spermatique. Ensuite, je vais venir identifier les régions du génome qui sont plus sensibles aux cassures de l'ADN. Puis, si ces cassures-là arrivent dans des gènes qui sont importants pour la production. Finalement, ça va être d'évaluer la pertinence de marqueurs fluorescents simples pour une application future potentiellement de routine. Puis, l'idée globale du projet, c'est de venir répondre à cette question. Donc, à quel âge les verras devraient-ils débuter à être récoltés afin d'optimiser la qualité spermatique, mais également leur taux de fécondation? Donc, merci beaucoup.